Bonjour et bienvenue dans cette formation où nous allons voir ensemble les fonctions en Python. Cette formation approfondie vous guidera à travers tous les aspects des fonctions, des bases aux techniques plus avancées, en mettant un accent particulier sur leur utilisation pour la sécurité et réseau. La vidéo sera assez longue, c'est pourquoi je vais le diviser en des parties. Donc, il y aura en gros 4 parties et je vais mettre l'horodatage pour le diviser en chapitres au cas où vous avez besoin d'une partie plutôt qu'une autre. Sans plus tarder, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai créé un nouveau fichier que j'ai nommé function en anglais, on s'en fout du nom. Et là, comme on a l'habitude de faire, je vais mettre un petit commentaire ici pour pouvoir mettre les différentes informations qu'on va dire au fur et à mesure. Du coup, je vais fermer cela pour avoir un peu plus d'espace. Parfait. Alors, commençons dès maintenant avec la première partie, les fondamentaux des fonctions en Python. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Une fonction en Python est un bloc de code organisé qui accomplit une tâche spécifique. Les fonctions sont définies à l'aide du mot-clé def, qu'on va voir ensemble tout de suite là, suivi du nom de la fonction et d'une liste de paramètres entre parenthèses. Le code à exécuter est placé dans le corps de la fonction, indenté sous la définition de la fonction. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que la fonction sera définie comme telle, def, et puis on donne le nom de la fonction et on met les parenthèses. Du coup, on met 2 points comme ça et on va commencer à mettre le contenu de notre fonction. Donc ici, il peut y avoir plusieurs paramètres qu'on va définir, mais on verra cela au fur et à mesure. Donc c'est ce qu'on appelle la syntaxe des bases d'une fonction. Alors, je vais vous mettre ça dans le code. Si je fais def ici, nom de la fonction, par exemple, et là, je vais mettre les paramètres. Donc ça peut être une ou plusieurs paramètres. Et l'écriture de la fonction va commencer comme cela. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On met ici les instructions à exécuter. Et puis, par la suite, ce qui est optionnel, retourner une valeur. Donc, on va dire par exemple, retourner val. Val que je n'ai pas défini du coup. Ceci est optionnel. Optionnel ou facultatif. Ok. Voici en gros, bon, je vais retourner par un mot, comme ça on est tranquille. Voici en gros comment définir une fonction. On va faire un exemple simple de fonction. Pour cela, créons une fonction pour vérifier les informations d'identification de l'utilisateur. Voilà. La particularité de cette fonction est que, en tant qu'on ne l'appelle pas, avant de voir l'exemple, en tant qu'on ne l'appelle pas, il ne sera pas exécuté. Je vous donne. J'enregistre cela, je viens dans mon terminal, je tape Python, Python 3 et le nom de mon fichier. Et cela, il ne retrouve pas. Je vais faire ls comme ça, on a bien fonction. Donc, je fais Python, fonction comme ça. Et là, vous voyez, rien ne s'est passé parce que cette fonction, elle est déclarée, mais elle n'est jamais appelée. On va déclarer maintenant notre fonction. Notre première fonction, en gros. On va dire def vérifier identification, par exemple. Donc, ceci prend un paramètre, username, par exemple, et password, comme cela. Donc, ici, ça, c'est la définition de la fonction. Donc, c'est le nom de la fonction. Lui, il prend 2 paramètres. Vous pouvez mettre plusieurs paramètres ou ne rien mettre. Donc, on va tester if, vous savez cela déjà, if username, on va voir si c'est un admin. If username égale à admin, and
password égale à admin 1, 2, 3, par exemple. Donc, si c'est le cas, on va juste retourner une valeur. Donc, on va dire ici, accès accordé. Sinon, cela veut dire, si ce n'est pas le cas, on va dire retourne accès refusé. Donc, les structures conditionnelles, on a vu ça dans les vidéos précédentes. Du coup, je ne vais pas revenir sur ça. Mais ce qui est important là, c'est le retourne là. Donc, cela veut dire cette fonction va prendre deux valeurs, le nom d'utilisateur et le password. Il va le vérifier. Si ça correspond à cela, il va retourner accès accordé. Donc, il va retourner une chaîne de caractères. Sinon, il va retourner accès refusé. Donc, comme cela, cette fonction, elle ne sert à rien d'abord. Mais quand on va l'appeler, on dit par exemple vérifier identification. Et là, je vais lui passer deux valeurs. Donc, il prend en paramètre deux valeurs qui sont des chaînes de caractères. Je mets ici, par exemple, si je mets admin, et la deuxième, je mets le mot de passe, par exemple, admin 1, 2, 3. Donc, j'aurais pu les mettre dans des variables. Hein. Donc, par exemple, ici, je mets username. Et dans username, je mets directement admin. Et password, je peux nommer ça comme je veux. Hein. C'est juste des variables. Donc, je passe ces variables-là en paramètres directement. Donc, je mets username et le mot de passe. Parfait. Donc, quand je fais ça, il va retourner quelque chose. Vu qu'il retourne une valeur, une chaîne de caractères, je vais mettre ça dans une variable. Je vais appeler ça réponse, par exemple. Donc, ces réponses-là, je vais l'afficher par la suite. Par exemple, là, je fais print réponse. J'enregistre, je viens dans mon terminal, je lance. Et là, il me dit accès accordé. Et si j'avais mis une autre valeur là, il m'aurait dit accès refusé. Donc, cela veut dire on a créé une fonction, comme son nom l'indique, qui a pour fonction de déterminer si l'utilisateur a accès ou pas. Donc, vous pouvez mettre toutes sortes de logiques à l'intérieur ici. Et comme ça, votre code est bien organisé et vous pouvez réutiliser cela à tous les niveaux. Si on n'avait pas de fonction, qu'est-ce qui allait se passer? Dans ce cas, on allait prendre ça, ok? On le met là directement. Je vais, hop, déplacer cela. Comme ça, au lieu de return, je vais dire, vu que c'est un print que je vais faire, je fais print, comme ça. Ou bien, je mets réponse directement ici. Hop. Je mets réponse. Comme ça. Donc, ici, je vais faire else. Else, réponse. Comme ça. Et là, ça va revenir à ce qu'on a fait juste en haut ici. Donc, si j'exécute ça, ça va donner la même chose. Mais il y a un problème avec ça. Imaginons un peu devant, j'ai besoin de faire le même test. J'ai écrit mon script jusqu'à, je ne sais pas, 120e ligne et tout. Je vais tester un utilisateur à nouveau. Dans ce cas, il va falloir répéter ça. Donc, pour éliminer cette répétition, on crée juste une fonction et on verra référence à cette fonction à chaque fois qu'on veut vérifier l'identité de l'utilisateur. Donc, vraiment, les fonctions sont indispensables dans les scripts. Parfait. Donc, on est revenu à là où nous étions. Maintenant, quels sont les types de fonctions qu'on peut avoir? J'ai catégorisé les fonctions en trois types. Le premier type, c'est les fonctions intégrées. Donc, je vais mettre ça ici. Type de fonction. Donc, fonction intégrée. Donc, les fonctions intégrées, ce sont les fonctions qui viennent nativement avec Python. Donc, ils sont fournis avec Python. Donc, ces fonctions, ça peut être par exemple print,
qu'on utilise depuis le début. C'est une fonction. Ça peut être aussi length, ça c'est pour la longueur. On a vu ça lorsqu'on a travaillé sur les listes. On peut utiliser aussi sum qui permet de faire la somme. Donc, toutes ces fonctions, tout ceci sont des fonctions mais qui sont natives, qui viennent avec Python. Donc, ce sont des fonctions intégrées. Le deuxième type, c'est les fonctions définies par l'utilisateur. Donc, fonctions définies par l'utilisateur. Donc, ceci, c'est un peu comme ce qu'on a fait ici, vérifier d'identification. Donc, ça, c'est une fonction qu'on a définie nous-mêmes. En dernière position, on a 3. Et troisième là, c'est les fonctions anonymes. Et ces fonctions anonymes, c'est ce qu'on appelle les lambda. Lambda. Donc voici, c'est les 3 types. Du coup, si vous voulez, on a bien vu ça. Ça depuis le début. Voilà, c'est un qui est là comme ça. On a appelé la fonction. Print, c'est une fonction. Il prend en paramètre un string qu'il va afficher. Donc, et les lambda, c'est quoi? On a vu ça lors d'une vidéo, mais je vais revenir dessus rapidement. Les lambdas sont des fonctions anonymes qui peuvent prendre n'importe quel nombre d'arguments, mais ne peuvent contenir qu'une seule expression. Donc, elles sont souvent utilisées lorsque vous avez besoin d'une fonction courte pour une opération simple. Imaginons, vous voulez créer une fonction qui permet de faire la somme de 2 valeurs. Si je viens ici, par exemple, je vais créer une fonction qui fait la somme des 2 valeurs. Je peux faire comme ça, def de somme, ok? Je peux le faire comme ça, je prends val1, ou bien je prends x par exemple et y. Même si je déconseille cette manière de nommer les variables, mais on va prendre ça. Du coup, lui, par exemple, il va retourner x plus y. Ok. Maintenant, si j'appelle cette fonction, je fais print des sommes de 12 et 8. Donc, j'enregistre ça. Je viens dans mon terminal, je tape et là, vous voyez, il donne la somme. Donc, au lieu de faire ça, vu que c'est une opération simple, on peut utiliser les lambda ici. Donc, comment on ferait? On va dire somme égale lambda. Donc, on écrit lambda comme cela. On met les paramètres x par exemple, y. Donc, ça, c'est les 2 paramètres qu'il prend. Et on met l'opération par la suite. Ça sera x plus y. Donc, c'est ce qu'il va retourner. Donc, comme cela, on n'a pas besoin de faire cette définition comme ça. Du coup, ça va revenir à la même chose si j'enregistre, je viens là et on aura toujours 20. Donc, ça, c'est les lambda. Donc, il y a plusieurs types d'utilisation qu'on peut avoir, mais on reviendra sur ça lorsqu'on va faire des TP, des exercices et que le besoin sera là. Mais l'important est de savoir la structure des lambda, c'est-à-dire vous écrivez lambda comme ça, vous mettez les paramètres et puis là, vous allez mettre les valeurs de retour. Parfait. On va passer à présent à la deuxième partie, qui est les paramètres des fonctions et leur utilisation. Donc là, on avait déjà vu les paramètres, mais on va voir beaucoup plus en détail les paramètres et leur utilisation. Donc, les types de paramètres. Les fonctions Python peuvent accepter plusieurs types de paramètres. Donc, chacun offre un niveau de flexibilité différent pour répondre à divers besoins de programmation. On va voir dans un premier temps les paramètres positionnels. Alors, c'est quoi les paramètres positionnels? Ce sont les paramètres standards passés dans l'ordre obligatoire et doivent être fournis dans le bon ordre. Ça, par exemple, c'est ce que j'ai fait ici. Là, vous voyez, ça, c'est les paramètres positionnels. Imaginons, moi, au lieu de mettre username ici en premier paramètre, je mets le password là-bas, ça ne va jamais fonctionner. Même si le nom, c'est password, lui, il ne va pas interpréter ce nom. Il va juste faire la correspondance entre la première valeur de cette fonction et la première valeur de celle-là. Donc, du coup, il va mal analyser le truc. Si j'enregistre maintenant,
Bon, on avait déjà accès refusé, mais même si je mets les bonnes valeurs ici, je viens comme ça, on aura accès refusé parce que tout simplement, ce sont les paramètres positionnels. Et puis par la suite, on a les paramètres nommés. Donc les paramètres nommés, c'est quoi? Bon, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je me suis mélangé les pinceaux ici. Pour moi, ça c'est le password. Je veux passer en première position le password, il n'y a pas de souci. Et en deuxième position, le username. Pour cela, je vais utiliser les paramètres nommés. Et là, je vais donner le nom qui est là. Je vais dire, lui, il correspond au password. Du coup, je vais faire comme ça, password égale à password. Du coup, ici, username égale à username. Donc, quand j'enregistre ça et que je viens là, j'exécute, il me donne maintenant accès accordé. Parce que j'ai fait, en gros, j'ai fait les paramètres nommés. Je lui ai donné à quoi correspond chaque variable. Qu'importe le positionnement de cette variable, il ne va pas tenir compte, il va juste faire la correspondance cette fois-ci avec le nom des paramètres qui sont là. Donc ça, c'est le deuxième type, c'est-à-dire les paramètres nommés. Par la suite, on a les paramètres avec valeur par défaut. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Imaginons ici, moi, je veux donner un mot de passe par défaut ici. Je dis ceci est égal, par exemple, à admin, par exemple. Bon, admin 1, 2, 3. OK? Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Quand je lance cette fonction-là, ça va toujours marcher. Mais le truc est que, vu que j'ai donné une valeur par défaut à ce dernier, dans ce cas, je peux ne pas spécifier la valeur du password. Là, je peux enlever ça. Du coup, il va prendre la valeur par défaut qui est là. Donc, je vais fermer ça. Je viens, je lance et là, vous voyez, il a pris la valeur par défaut qui est là. Donc, ceci est très important. Donc, ça, c'est le troisième type, les valeurs par défaut qu'on peut donner aux paramètres. Maintenant, le quatrième type, c'est quoi? Du coup, je vais noter ici tout ce qu'on avait dit, hein, comme ça va vous aider. C'était les types de paramètres. Donc, les types de paramètres, on a vu un, c'est les paramètres positionnels. Paramètres positionnels. 2, j'ai parlé de paramètres nommés. Donc, je vous ai donné l'exemple de cela aussi. Troisième catégorie, c'est les paramètres avec valeur par défaut. Paramètres avec valeur par défaut. Parfait. Maintenant, quatrième, c'est quoi? On va passer au quatrième. Le quatrième, et c'est ce qu'on appelle args. Bon, on va laisser tomber tout ça. OK? On s'en fout de tout ça. Je vais mettre un print ici pour séparer. Bon, bien, je sais pas. Oui. Alors, on va faire quelque chose pour le troisième type. Ça, c'est le paramètre. On va appeler ça args. Comme ça. Bon. Args, ici, c'est ce qu'on appelle les arguments variables, en gros. Variables positionnelles. Donc, c'est l'argument variable positionnel. Qu'est-ce que cela signifie? En gros, il permet de passer un nombre variable d'arguments positionnels à une fonction. Il est très utile pour les fonctions qui doivent accepter plusieurs paramètres, mais ne savent pas combien à l'avance. Par exemple, imaginons que vous voulez créer une fonction qui permet d'additionner des valeurs. Donc, mais vous ne savez pas combien de valeurs l'utilisateur va passer. Imaginons ici, on savait que on doit passer deux valeurs. Maintenant, on ne sait pas que l'utilisateur il va passer deux, trois, quatre valeurs à additionner. Du coup, on va utiliser ce type de
paramètre args. On va créer cette fonction. On l'appelle def additionner, par exemple. Et on va lui passer ce qu'on appelle args, comme ça. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Lui, il va juste retourner. Donc, on va utiliser une fonction dont je vous ai parlé ici, la fonction intégrée somme là, qui permet de faire la somme. On va dire somme de args, comme ça. Parfait. Du coup, pour utiliser cela, je vais faire print, additionner, et je fais comme ça. Donc, je vais lui passer une première valeur que je vais appeler 1. Après 1, 19. Donc, ça, c'est le premier exemple. Ensuite, je vais faire d'autres sommes. Je vais ajouter à cela 25. Après, je vais ajouter 30. OK. Maintenant, je l'ai utilisé plusieurs fois ici. J'enregistre, je viens et je lance fonction. Là, vous voyez, quel que soit le nombre de paramètres que je lui passe ici, il va prendre en compte. Donc, args est dans ce cas très utile. Donc, il permet de passer des paramètres variables positionnels. OK? Donc, ça, c'est les args. Il est là. On va revenir sur l'utilisation des args tout à l'heure. Alors, l'autre type de paramètres, c'est quoi? C'est ce que j'appelle ici, comme ça, k-args. Donc, voilà. K-args, en gros, K comme key, en fait, ce sont des arguments variables nommés cette fois-ci. Donc, argument variable nommé. Donc, contrairement à l'autre, donc parce qu'on avait vu paramètre nommé, paramètre positionnel, donc lui, c'est son équivalent qui est là, mais ne se sent pas le nombre ou quelque chose de ce genre. Donc, k-args aussi, c'est son équivalent qui est là. Donc, k-args, lui, il sera un tout petit peu différent, mais c'est presque la même chose. Imaginons, nous, on veut créer une fonction qui permet d'afficher les infos, mais on ne sait pas qu'est-ce que l'utilisateur veut afficher. Mais nous, on veut juste que quand l'utilisateur lui passe un ensemble de valeurs, on lui dit cette valeur, c'est-à-dire la clé, correspond à telle valeur. Donc, il permet en gros de passer un nombre variable d'arguments nommés à une fonction. Donc, il est idéal là pour les fonctions qui nécessitent des options flexibles. Imaginons, je vais créer cette fonction-là, def afficher info, comme ça. Et je vais lui passer k comme ça, args, comme ça. Donc à ce niveau, je veux afficher toutes les informations que l'utilisateur va lui passer comme paramètre. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, il faut que ceci soit des arguments nommés. Alors, comment on va faire? On va faire un for. On va parcourir les valeurs de k-args. On va dire en gros la clé et la valeur. On va prendre la clé et la valeur dans la variable. Et du coup, on va le convertir en items comme ça. On va prendre chaque élément là-dedans. Et on va faire juste print. Comme ça, on va afficher d'abord la clé. Donc, ça sera clé comme ça. Et on met la valeur. Voilà. Parfait. Du coup, qu'est-ce que cette fonction va permettre de faire? Imaginons, je veux afficher, je fais print, non pas print, hein, parce que voilà, cette fonction ne retourne rien. Afficher info. Je mets par exemple nom, vérité, imaginons comme cela. Prénom, prénom, on peut faire ça. Hein. On va mettre âge. Mettons par exemple 18. OK. Et rôle. On va dire son rôle, c'est admin. Par exemple. Donc, en faisant cela, par avance, je ne sais pas quelles sont les valeurs qu'il va lui passer. Mais quand je lui passe comme ça, il va me les afficher.
J'enregistre ça, je viens et je lance ma fonction. Vous voyez, il me donne nom, BRT, âge 18, rôle admin. Je peux mettre n'importe quoi ici. Je peux mettre ici blabla. Blabla. Donc, en enregistrant, il va me faire sortir comme ça, blabla, 2.BRT. Donc, ceci va vous permettre de passer un nombre indéfini de variables, ok, nommées. Alors, on va partir un tout petit peu loin dans les paramètres possibles. Ça, c'est le sixième point. Le sixième point, c'est ce qu'on appelle les paramètres spéciaux. Les paramètres spéciaux. Donc, je mets barre comme ça et étoile. Donc, ceci a été introduit en Python 3.8. Ils permettent de spécifier les paramètres positionnels uniquement avec slash, les paramètres positionnels avec slash, ou des paramètres nommés uniquement avec étoile. Ok? Cela veut dire que vous pouvez contrôler qu'est-ce que l'utilisateur peut passer comme paramètre à votre fonction. Donc, ceci peut être très utile. Donc, il offre un contrôle supplémentaire sur la manière dont les arguments sont passés à la fonction. Pour illustrer cela, je vais vous donner un exemple simple. Imaginons on a une fonction def qu'on va appeler fonction mixte, par exemple, et cette fonction mixte va prendre des valeurs comme suit. A, B, je mets slash, C, étoile, D. Je vais vous expliquer tout à l'heure et puis on va déjà exécuter et je vous expliquerai à quoi ça retourne. Donc, cette fonction va tout simplement afficher A, B, C et D. Parfait. Alors, on va faire appel à la fonction mixte. Comme ça, fonction mixte. Et je lui passe 1, 2, 3 et 4. Maintenant, vous allez voir que la fonction, il y aura une erreur tout de suite là. Donc, j'exécute. Là, vous voyez, ils disent que lui, il prend exactement 3 valeurs positionnelles. Moi, je lui ai donné 4. Il prend 3 valeurs positionnelles et moi, je lui ai donné 4. Qu'est-ce que cela signifie? Le slash là, quand vous mettez slash, les valeurs qui vont suivre seront des valeurs positionnelles, c'est-à-dire des variables, des paramètres positionnels. Et étoile, quand vous mettez étoile, tout ce qui va suivre seront des paramètres nommés. Des paramètres nommés. Donc, vu que lui, c'est un paramètre nommé, du coup, on va lui mettre ici d est égal à ça. Voilà, comme ça. J'enregistre, je viens, je lance. Vous voyez, il a bien marché. C'est ce qu'il faut comprendre sur ces deux types. Donc, lui, il permet de spécifier que c'est un paramètre positionnel et étoile permet de spécifier que c'est un paramètre nommé. Pour mieux comprendre les paramètres, on va illustrer cela par des exemples pratiques. Le premier exemple qu'on va voir, c'est la combinaison de args et quarks. Okay? Pour maximiser la flexibilité qui doivent accepter les verbes, et ainsi de suite. Donc, imaginons qu'on a une fonction qu'on appelle def, et cette fonction sera configurée appareil, par exemple, ok, ou device, comme vous voulez. Et lui, on va lui passer étoile, args, ok, et étoile, étoile, quarks, comme ça. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire print, on affiche, argument positionnel. Parce qu'on a dit que tout ce qui sera dans args avec un seul étoile là sera ce qu'on appelle des arguments positionnels ou ou des paramètres positionnels. Donc, je vais afficher ça comme cela. Alors, pour les paramètres nommés, ça sera un peu la même chose. Je vais faire argument nommé.
Et du coup, je vais lui passer ça aussi. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement lui passer des valeurs à notre... On va tout simplement lui passer les différentes valeurs et voir ce que ça donne. Je fais configurer appareil. Et lui, je lui passe différentes valeurs. Dans un premier temps, par exemple, je lui passe 192.168.1 par exemple, point 1. Ça, c'est l'adresse IP. Après, je lui passe le routeur. Je lui dis que c'est le type, c'est un routeur, par exemple. Et puis, je peux lui passer le mode. Je dis mode, c'est sécurisé, par exemple, comme ça. Et puis, par la suite, je peux lui dire tout simplement, par exemple, si c'est un firewall ou pas. Donc, si le firewall est activé ou pas, par exemple, firewall, les statuts du firewall, je vais dire activé. Voilà. J'aurais pu mettre ici firewall, mais on s'en fout. Donc, c'est juste pour vous illustrer. J'enregistre ici et j'exécute tout ça. Vous voyez ce que ça donne. Donc, lui, il retourne carrément ça, un tuple, donc avec les différentes valeurs. Et lui, il retourne un dictionnaire, ok, avec les différentes valeurs là-dedans. Donc, cela veut dire que vous pouvez parcourir, prendre les valeurs et les utiliser comme vous voulez. Donc, pour les valeurs par défaut, on ne va pas prendre un autre exemple. Là, on a déjà vu ça largement. Maintenant, imaginons, on veut créer une fonction qui permet d'envoyer une alerte. Mais on veut que la fonction soit très lisible. Cela veut dire que l'utilisateur lui passe les paramètres nommés. On veut explicitement des paramètres nommés. Dans ce cas, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer la fonction qu'on va appeler envoyer alerte, par exemple. Et on met étoile parce qu'on veut que tout soit des paramètres nommés. Je mets IP et je mets niveau. Parfait. Et là, pour cela, je fais print. J'affiche maintenant les valeurs. Envoi d'une alerte à l'IP comme ça, avec niveau comme ça. Parfait. Donc, j'enregistre cela, mais je viens ici, j'appelle la fonction, puisque je vous ai dit, la fonction ne peut être exécutée que quand on l'appelle. Ok. Donc, on l'appelle, on lui passe l'adresse IP et le niveau. Donc, moi, je ne vais pas me fatiguer. Je lui passe les deux là. Donc, vous allez voir, on va générer déjà une erreur pour voir en gros ce que ça donne. En gros, ici, là, moi, j'ai dit paramètre nommé, mais ici, il n'est pas nommé, c'est positionnel. J'enregistre. Donc, je vais dire ici critical, par exemple. J'enregistre, je viens, je lance. Normalement, une erreur, puisqu'il prend 0 argument positionnel. Moi, je lui ai passé 2. Il n'accepte pas ça, tout simplement. Donc, du coup, je vais lui dire, ça, c'est l'adresse IP. Et l'autre, là, c'est le niveau. Parfait. Donc, en enregistrant cela et venant comme ça, et là, on a maintenant envoi d'alerte au niveau critical. Là, on est bon. Donc, c'est un exemple de cas d'utilisation qu'on a. Maintenant, passons à la partie 3. Technique avancée avec les fonctions. Donc, cette partie est très importante. On va voir ça ensemble. Le premier type, la première technique ici, c'est générateur de fonctions. Je vais d'abord clear ici. Les générateurs sont un type spécial de fonction qui génère une séquence de résultats au fil du temps. Plutôt que de renvoyer tous les résultats en même temps, les générateurs sont très utiles pour traiter les flux de données importants ou infinis de manière efficace. Donc, on va faire un exemple de générateur de fonctions qui va ici nous aider à analyser, par exemple, ou à surveiller les logs, un fichier de log. Pour faire cet exemple, on va prendre un fichier de log, par exemple, qu'on va analyser. Disons qu'on a
un dossier ici, un fichier ici qu'on va appeler, par exemple, log sécurité, par exemple. OK? Point log ou .txt, comme tu veux. Là, ici, on va le remplir avec les fausses informations. Je vais venir là, sur Internet, je tape fake logs firewall, par exemple. Et là, il y a beaucoup de trucs, mais je vais partir sur Forti, par exemple, ici. Voilà. Ici, je veux prendre quelque chose du genre ça. Je vais prendre ça, par exemple, cette ligne-là. Je vais prendre cette ligne, je le mets ici. Donc, je peux le dupliquer comme ça. OK. Et puis, je vais voir si je peux prendre d'autres types. Donc, tout ça, c'est log du trafic. Log, voilà. On va prendre ça, par exemple. Ça, là, je copie ça aussi. Comme ça, j'ouvre là. OK, parfait. Donc, du coup, j'ai un log qui est là. Imaginons que ce dossier-là s'est rempli au fur et à mesure que les données viennent, il continue à se remplir et moi, je vais faire une analyse là-dessus et puis sortir des alertes ou ce que vous voulez. Pour cela, je reviens au niveau des fonctions. Je réduis ici, je ferme ça. Et maintenant, on va commencer. On va créer notre première fonction qu'on va appeler def, surveiller par exemple, logs, et lui, il va prendre un fichier, log, comme ça. Ce fichier-là, il va l'ouvrir. On reviendra sur l'ouverture et la gestion des fichiers par la suite, mais il faut juste savoir que lui, il va permettre d'ouvrir avec Open. Il va prendre le fichier log, ok, et puis il va le passer en mode read uniquement. On verra ça dans une vidéo séparée. Donc, on va appeler ça fichier comme ça. Et on va parcourir les différentes lignes. OK. Fichier, point read, line, comme ça. Et là, on va utiliser yield. Donc, c'est ce qui est intéressant. Yield, on va prendre ligne, okay, ligne, point, strip, comme ça. Parfait. On va faire ça par exemple. Donc, lui, il va permettre d'enlever voilà, les espaces et tout. Donc, il va traiter en gros les lignes. Du coup, on va venir appeler cette fonction. On va faire for log. Ça veut dire, imaginons que ce fichier se remplit en temps réel. Donc, on va faire log in surveiller log. Donc, lui, on va lui passer le nom de notre fichier de log. Donc, on avait mis log sécurité underscore sécurité. Comme ça. .txt. Parfait. Alors, à chaque tour, on va faire print comme cela. Je fais log détecté, par exemple. Et là, hop, 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 hop. Je peux faire comme ça. Log. Alors, qu'est-ce qui se passe? On enregistre ça, on vient ici, on fait Python, Python 3, et on avait déjà exécuté. On fait comme ça. Voilà. Parfait. Vous voyez ce qui se passe. En gros, on a nos logs qui sont détectés là. Il va faire le traitement. Imaginons que le fichier, il y a à chaque demi-seconde des logs qui viennent et tout. Donc, il va analyser au fur et à mesure que les données vont venir comme ça. Donc, qu'est-ce que lui, il fait? Il ouvre le fichier, il lit les données qui sont là-dedans ligne par ligne. OK? Pour chaque donnée, il retourne les valeurs là directement dans log.
Comme ça, il permet de lire comme ça un flux continu. Donc, s'il y a une quantité de données énorme, donc cette fonction peut être utile. Même si c'est pas, les données ne s'accumulent pas en temps réel, si la quantité de données est très très importante, vous pouvez utiliser ces arts de fonctions générateurs comme ça qui vont vous permettre du coup de, de passer ligne par ligne toutes les données qui se trouvent par exemple dans ce fichier. Donc ça peut être intéressant. L'autre type de fonction qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle les fonctions décorateurs. Donc, les fonctions décorateurs, comme je vous ai dit, cette vidéo est un peu longue. Donc, normalement, ça pourrait être une vidéo séparée par chaque type ici, mais on va pas perdre beaucoup plus de temps sur ce sujet. Il y a des sujets beaucoup plus importants pour les ingénieurs sécurité qui arrivent. Mais les fonctions sont primordiales pour pouvoir comprendre les sujets complexes qui viendront. Alors, à présent, on va voir les fonctions décorateurs. Donc, il y a plusieurs bibliothèques ou de frameworks qui viennent déjà avec des décorateurs. Les décorateurs, c'est quoi? Ce sont des fonctions qui modifient le comportement d'autres fonctions ou méthodes. Donc, ils sont souvent utilisés pour ajouter des fonctionnalités comme la journalisation, ok, ou l'authentification ou la validation. Donc, on va voir un exemple de décorateur. Vous allez mieux comprendre comment il fonctionne. On va créer un décorateur qui va nous permettre de vérifier l'accès d'un utilisateur. Ok? On fait par exemple def vérifier access. Comme ça, accès. Donc, lui, il va prendre une fonction en paramètre, comme ça. Parfait. Donc, c'est ce qui est particulier avec les décorateurs. Et ils prennent des fonctions en paramètre. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va définir un wrapper. Donc, ce wrapper-là va prendre tous les arguments passés par au niveau de la fonction. Donc, pour cela, ça sera args comme ça et quarks comme ça. Donc, ça va représenter toutes les variables. Donc, quarks, c'est avec 2 étoiles. Parfait. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple. Nous, on va vérifier que l'utilisateur est authentifié. Normalement, pour cette fonction prend par exemple l'utilisateur. Donc, déjà, avant de m'aventurer sur ça, je vais vous montrer déjà là où il sera utilisé. On va créer une fonction ici que je vais appeler, par exemple, afficher logs. Okay. Ben, je vais appeler ça en anglais, display logs, comme ça. Lui, il va prendre user. OK? Il va prendre user en paramètre et on va mettre d'abord pass, comme ça. Du coup, le décorateur sera utilisé à ce niveau. Donc, nous, on veut vérifier que l'utilisateur qui est là est admin pour pouvoir accéder aux données. On va faire if qui works comme ça. On prend un élément et l'élément là, c'est user. OK? Pour cela, il peut être intéressant ici, par exemple, de mettre étoile comme ça pour que l'utilisateur soit obligé de mettre ça en paramètre nommé. Donc, on prend l'utilisateur et on vérifie s'il est admin. Donc, s'il est admin, on va retourner la fonction, c'est-à-dire la fonction qui est passée en paramètre, on lui retourne avec les args et les quarks. Parfait, comme ça. Maintenant, si ce n'est pas le cas, on va arrêter l'utilisateur tout de suite ici. On fait else, comme ça, et on lui dit print accès refusé. Alors, parfait. Donc, voici ce qu'on appelle un décorateur. Donc là, on a créé comme ça un décorateur. Alors, comment il sera utilisé? Déjà, on va finir notre fonction la display. Lui, il va faire quelque chose de simple. On va faire print ici de affichage des logs hyper sécurisés, par exemple. Hyper sécurisé. Par exemple, comme ça. Et lui, hop, 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 comme ça. Donc, comment on va faire en sorte de vérifier cet utilisateur qui est là, afin de savoir s'il peut utiliser cette fonction ou pas.
Donc pour cela, on va utiliser notre décorateur. Le décorateur s'utilise comme ça. On fait arrobase et on met le nom du décorateur. Vous voyez? Donc arrobase verifier user. Donc on peut, pour truquer ici, on peut faire print de user par exemple. Voilà, parfait. Alors, comment on va utiliser ça? On va venir là, on fait display, on lui passe user, display log, pourquoi il ne te complète pas, je ne sais pas pourquoi, ok? Et on lui passe par exemple admin. J'enregistre, je viens là, donc je clear, je lance, et là, il me dit display logs. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je vois, c'est normal en fait. Ici, je dois retourner quelque chose, sinon on va pas aller loin. Je fais retourne de wrapper comme ça. Donc, j'enregistre, maintenant je lance. Et là, ça a marché. Donc, je suis sûr que là, il ne devrait pas y avoir d'erreur ici. Ça devrait marcher. Comme ça, on oblige l'utilisateur. Voilà, parfait. Maintenant, imaginons que je lui passe une autre valeur. Je dis c'est ADMI comme ça. C'est pas le bon utilisateur. Et là, je viens. Là, il dit accès refusé. Donc, les décorateurs, vous pouvez les utiliser comme cela. J'avais oublié de retourner le wrapper. Donc, du coup, ça fait que ça ne fonctionnait pas. Donc, du coup, vous pouvez comme ça utiliser vos propres décorateurs, et les créer et customiser les choses comme ça. Vous pouvez les séparer dans d'autres fichiers et les importer pour pouvoir les utiliser comme ça facilement. Je pense que c'est très joli les décorateurs. Donc, vous pouvez voir quand ça pourra être utile pour vous. Il est essentiellement utilisé souvent pour la journalisation. Imaginons, on veut journaliser les données qui se trouvent là, qui entrent dans cette fonction. On peut y créer une fonction journalisation qui va récupérer les données qui vont être passées à cette fonction et pour pouvoir les utiliser par la suite, ou bien dans les journaliser, ou bien tout simplement pour l'authentification, comme ce qu'on a fait ça ici, comme ce qu'on a fait ici, ou bien pour la validation ou autre. Passons à présent à la quatrième partie de cette vidéo où nous allons voir les types de retour des fonctions. Le type de retour d'une fonction est la valeur ou l'objet que la fonction renvoie après son exécution. Le type de retour peut varier en fonction de la logique de la fonction et peut inclure des types simples comme des entiers ou des chaînes de caractères, ou des types complexes comme des listes, des dictionnaires, des tuples, des objets et même non. Donc les types de retour, donc la syntaxe des bases du retour ici, on a déjà vu, et vous avez vu ici, on a déjà vu quelques retours ici. Par exemple, il retourne wrap, et là, cette fonction, lui, il retourne cette valeur-là, il met cette valeur-là dans log, et on a des fonctions ici, lui, par exemple, il ne retourne rien, ok, lui non plus, il ne retourne rien. Et on a d'autres qui retournent des valeurs, je ne sais pas, on avait vu d'autres ici qui retournent des valeurs, voilà, c'est lui seul on a vu. Mais on va voir ça en détail parce que les types de retours sont très très importants. Donc, par définition simple, comme on avait vu dans la définition d'une fonction ici, on avait dit que le return paramètre ici, là, c'est optionnel. Donc, voici le format, le syntaxe au fait. Alors, on va commencer par l'utilisation de non comme type de retour. OK? Maintenant, imaginons, on a une fonction. Non est un type de retour par défaut pour les fonctions Python qui n'ont pas de retour explicite. Utiliser non peut être utile pour indiquer l'absence de résultat, notamment dans les fonctions qui modifient un état mais ne produisent pas de valeur calculée. Donc, on va donner un exemple simple de cela. Le non là, on a déjà vu ici. Hein. Ça, par exemple, ça peut être considéré comme non parce que lui, il affiche juste et il ne retourne pas. Mais ici, par exemple, si je fais def reset password, il va prendre le username comme ça et on va tester par exemple. If
username égale à admin, on va dire print réinitialisation du mot de passe pour l'admin. OK? Comme ça. Et ou bien on va dire else, si c'est pas admin, on va dire print utilisateur non autorisé, par exemple. Donc, dans tous les cas, il va retourner non, par exemple. On peut faire comme cela. Donc, dans ce cas, cette fonction retourne non. Donc, si on vient comme ça, on fait reset password et on lui passe par exemple admin. Et on fait un autre reset password, on lui passe user. J'enregistre cela, je viens ici, je fais un clear et je lance la fonction. Donc, vous voyez ici, utilisateur non autorisé et tout. Donc, il retourne bien non. Donc, ceci-là, on peut s'en passer, on peut enlever ça et la fonction va fonctionner normalement. Donc, ça, c'est le type de retour non. Non peut être utilisé ailleurs aussi pour indiquer qu'il y a un problème ou bien, voilà, les choses ne se sont pas bien passées ou pour indiquer tout simplement l'absence de résultats. Okay? Par exemple, vous devez récupérer une fonction qui récupère les données au niveau à partir d'une API et que cette API ne retourne rien, il peut retourner non. Voilà. Donc, parfait. On va voir un autre type de retour qui est les tuples. Les tuples vont vous permettre de retourner plusieurs valeurs. Un tuple est un moyen efficace de retourner plusieurs valeurs. On va donner un exemple de cela. Imaginons on a une fonction. OK? Je pense qu'ici, là, ça commence à être un peu bavard. Du coup, je vais copier tout ça. Pouf. Comme ça, on va voir s'il va marcher ou pas. Voilà. On me commande tout ça. On va créer une fonction qu'on va appeler def. Analyser paquet, par exemple. Donc, lui, il va prendre le paquet et il fera l'analyse. On va mettre ici source dans le paquet. En gros, on a source comme ça. Destination, par exemple. On va mettre ici paquet destination. Et puis port, paquet port. Donc, on va mettre ici maintenant type trafic. Donc, lui, il sera HTTP. On va dire par exemple si le port égale à 80 par exemple. Sinon, il sera SSH. C'est tout. Maintenant, on va dire, OK, nous, on veut retourner toutes ces valeurs à la fois. Source. On veut retourner destination. On veut retourner port. Et on veut retourner type trafic. Comme ça. Donc, comme ça, en gros, ça va correspondre à un tuple. Pour cela, on peut faire directement un print et tout, ou bien on va les accueillir dans des variables. Donc, on peut avoir, imaginons des variables comme ça. Je mets comme cela, je mets égal. Comme ça, il va les mettre directement là-dedans. Donc, je mets analyse paquet. Et dans analyser paquet, je vais lui passer la source. Source comme ça. Et la source sera, par exemple, 192.168.1.1. On va prendre aussi destination. Donc, c'est un dictionnaire en gros. Destination,
Ça sera par exemple 192.168.1.2. Et puis, on va mettre port. Le port sera 80. Voilà. Maintenant, si je fais le print là, le print de tout ça, source, machin, tout ça, ok. F, on fera comme ça, source, ok. Lui sera source comme cela. Donc, je vais mettre virgule. Et pour ne pas perdre beaucoup de temps, non, pas ici virgule. Virgule, c'est à l'intérieur. Ne pas perdre beaucoup de temps, je vais juste copier ça jusqu'ici. Et faut faire comme ça. Parfait. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Destination, je le copie. Comme ça, ne fatigue pas trop. Trafic, non, port d'abord. Port, comme ça. Et type trafic. J'enregistre cela. Je viens ici et je lance ma fonction. Donc là, vous voyez, il a bien parsé toutes les données. Donc, on lui a passé, on l'a retourné comme ça un tuple. Et ce type-là, on peut le déconstruire ici et donner cette valeur ici, dans ces variables. Donc, on peut retourner aussi des types de données complexes. Pour les scripts plus avancés, il peut être utile de retourner, par exemple, des listes, des dictionnaires ou même des instances de classes pour gérer des structures de données plus sophistiquées. Donc, tout ça là, c'est possible. Pour ne pas vraiment perdre plus de temps sur ça, on peut faire quelque chose du genre, imaginons là, je dis analyse paquet 1, par exemple, lui, il va, au lieu de faire tout ça, j'enlève tout ça. Je vais juste faire paquet j'ajoute une valeur default. Je dis OK. Je sais même pas c'est quoi. Je dis default comme ça. Je dis OK. Je ne sais même pas à quoi ça correspond, mais on s'en fout. L'idée ici est que on peut retourner comme ça un dictionnaire. Donc, je fais paquet. Donc, en faisant cela, je peux faire un print ici de analyse 1 par exemple, comme ça. Du coup, je viens là, j'exécute. Et là, vous voyez, il a bien retourné analyse paquet at. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, il a raison, je n'ai pas appelé la fonction. Je vais appeler la fonction avec la valeur que j'ai donnée ici. Je vais donner la même valeur qui est là en fait. Là, je copie ça. Je pourrais le mettre dans une variable comme ça va être beaucoup plus simple, mais on va pas perdre du temps. Je mets ça ici. Comme ça, j'enregistre, je viens, j'actualise. Et là, vous voyez, il a ajouté ici, il a bien retourné un dictionnaire là. Donc, vous pouvez retourner tous les types que vous voulez. Après le type de retour, on va voir maintenant une dernière partie qu'on appelle les bonnes pratiques et optimisation des fonctions. Donc, ceci est très important. La première bonne pratique qu'on va voir ici, c'est l'utilisation des annotations de type pour les retours et autres. Maintenant, imaginons ici notre fonction là. On veut spécifier quel sera le retour. Ça sera très important parce que celui qui va utiliser notre fonction par la suite, il saura directement quel sera le retour. Imaginons, quand je survole celui-ci, vous voyez, il me donne ici que le retour ici, c'est non. Donc, c'est le retour qui est là comme ça, non. Donc, c'est très important. Donc, ça, c'est la première partie, le premier best practice qu'il faut avoir. Les annotations de là. Et ici aussi, vous voyez, au niveau des prints, ils ont bien annoté, ils ont bien mis les types de sac variable qui est passé en paramètre. Donc, c'est la première bonne pratique qu'on va voir. Et là, par exemple, si on commence par des trucs simples, ça c'est un dictionnaire.
c'est un dictionnaire, on peut faire comme cela, que ça, c'est un dict. OK? Comme ça. Donc, du coup, quand quelqu'un veut appeler à notre fonction là, il verra que il prend en paramètre un dictionnaire. Donc, les retours, il a généré quelque chose ici. Donc, vous voyez, il a fait tuple ici, c'est un tuple de any, parce que nous, on n'a rien donné, littéral 18. Il a généré comme ça ces valeurs-là de retour automatiquement. Mais nous, on peut donner explicitement qu'est-ce qu'il va retourner exactement. OK? Donc, on va continuer et puis on verra tout ça. Du coup, si on prend par exemple les fonctions simples qu'on a eues en haut ici, ou bien on va donner des exemples beaucoup plus simples ici, on monte progressivement en complexité. Imaginons, on a une fonction def qu'on appelle la fonction exemple, par exemple. Fonction exemple. On va dire, lui, il prend param 1. Le premier paramètre, ça doit être un int. On met 2 points int. Donc, on a annoté cela comme ça pour dire à celui qui va utiliser la fonction, il faut mettre en premier paramètre là un int. OK? Après cela, on a param 2. On dit que ça, c'est un string. Que ça, c'est un string. C'est aussi simple que ça. OK? Et puis, par la suite, on veut donner le retour. Donc, le retour, vous allez faire un type de flèche comme ça et vous donne le retour, le type de retour. Ça sera un booléen, par exemple. Vous mettez 2 points et vous revenez à lui. Vous utilisez maintenant votre fonction comme vous voulez. Donc, nous, on va dire par exemple, return param 1, par exemple, est supérieur à 0 et length de param 2, est supérieur à 0. Donc, comme ça, lui, il va impérativement retourner un booléen. Donc, celui qui veut utiliser la fonction là, s'il écrit fonction comme ça, directement, vous voyez ici, notre helper ici, il nous dit, OK, le premier paramètre, c'est un int, le deuxième paramètre, c'est un str, et il retournera un booléen, true ou false. Donc, ça rend le code beaucoup plus lisible et vos fonctions beaucoup plus utilisables. Donc, c'est très important cette partie-là. On va rentrer un peu plus dans les types complexes. Du coup, on va dire par exemple obtenir une fonction qu'on va appeler obtenir logs erreur, comme ça. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner, on va dire. Donc, avant de dire il va retourner, on va venir là et je vais vous montrer ce qu'il va retourner. Donc, on va faire une liste comme ça de donc IP. On donne l'adresse IP 192.168.1.1 et puis je donne status et le status là c'est success par exemple. Donc je mets virgule, je copie ça comme cela et là hop, je mets ça failed et l'adresse IP là je mets à 2. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va retourner? On va dire retourne-moi une liste. OK. Log, on avait vu ce système pour log for log in logs if status est failed. Donc on va envoyer juste ce qui ont des erreurs. If log status égale à failed. Parfait. Donc on va appeler cette fonction par exemple si on fait erreur comme ça, obtenir et là il nous donne bien sûr une suggestion ici de sortie, mais qui n'est pas voilà, assez clair. On peut faire mieux. Du coup, nous, on va dire que lui, il retourne. On sait déjà qu'il va retourner d'abord une liste, OK? Parce que ça, c'est une liste. Du coup, on va faire liste comme cela. Donc, il va retourner une liste de quoi? Une liste de dicts, comme ça. OK? Du coup,
on peut faire quelque chose de ce genre. Et le dict là, c'est str, comme ça. Donc ça, normalement, on peut importer ça. Import typing, c'est là, je pense, oui, c'est là. Donc je peux importer ça, comme ça. Voilà. Donc du coup, en gros, il va retourner. Donc si je commence à l'appeler ici, ils vont me dire à quoi, qu'est-ce qu'il fait. Il retourne, voilà, tu vois, il donne les mêmes explications que là. C'est une liste de dictionnaires. C'est aussi simple que ça. Je fais ici obtenir logs error. Comme ça, lui, il va retourner ça dans logs. On pourra afficher ça sans problème. Print de error. Donc, j'enregistre ça, je viens, je relance ça. Et là, il me retourne ça sans problème. OK. Donc, parmi les bonnes pratiques, toujours, il faut être consistant avec les types de retour. Si une fonction est censée retourner un certain type de données, assurez-vous qu'elle retourne toujours ce type. Donc, cela évite des erreurs inattendues lors de l'utilisation de la fonction. Donc, il est très important de faire très attention au type de retour. Comme ça, si vous dites que ça va retourner cette forme-là, il faut que ça retourne ça. Voilà. Vous n'allez pas, par exemple, mettre ici if par exemple, length égale à, imaginons, 0, par exemple, length de logs, par exemple, vous vous dites, si ça là égale à 0, retourne-moi false, par exemple. Ça marche pas, vous voyez. Soyez consistant, ok. Vous pouvez retourner un tableau vide, voilà, mais une liste vide, mais il ne faut pas, il faut être sûr. Il faut être sûr que les types de retours sont les bonnes. Autre chose, il faut utiliser non pour indiquer l'absence de valeurs et puis préférer les tuples pour retourner plusieurs valeurs. Donc, on a déjà vu ça. Et au final, il faut documenter les types de retours. Donc, ça, c'est très important. On va voir tout de suite là quels sont les documentaires. Au niveau de la documentation, ce qu'il faut faire à ce niveau. La documentation, il faut documenter vos fonctions avec docstring. Donc, utilisez des docstring pour expliquer clairement le rôle de chaque fonction avec ses paramètres et ses valeurs de retour. Cela aide à maintenir le code et à faciliter la collaboration. Parce que vous imaginez bien, quand vous écrivez un script, il y a forcément des gens qui vont venir l'utiliser derrière vous ou pour pouvoir améliorer derrière vous. Donc, s'ils ne savent pas à quoi sert une fonction et tout, ça va être compliqué. Si vous prenez par exemple des fonctions comme print, vous voyez ici, c'est le docstring qui est là en gros. En gros, il explique à quoi ça sert, donc qu'est-ce qu'il prend en paramètres. Vous voyez les paramètres qui sont là. Donc, et quelles sont les valeurs de retour, comme il n'y a pas de valeur de retour ici, c'est faux cas. Mais là, il explique que pour chaque valeur ici, à quoi ça sert. Donc, c'est très important de documenter vos fonctions. On va voir comment faire cela. Pour documenter, par exemple, vos fonctions, on avait vu une fonction. Imaginons, on crée une fonction ici. OK? On va créer une fonction ou bien on peut directement documenter celui-ci. OK, c'est aussi simple que ça. Lui ou bien ce dernier, on peut documenter ce dernier aussi. Donc, on va documenter par exemple analyser paquet là. Donc, pour le documenter, vous mettez comme ça quelque chose de ce genre. OK. Donc, en mettant ça, vous mettez d'abord en premier la description. La description de analyser le paquet. Donc, qu'est-ce qu'il sert à faire, cette fonction? On avait vu ça, analyser paquet. Analyser paquet, au fait, il permet d'analyser et de retourner les informations utiles dans un paquet. Donc vraiment, il faut donner des explications claires et tout. Peut-être ça, c'est pas trop utile parce que là, déjà, le nom est très parlant. C'est pourquoi avoir un nom qui est parlant, ça aide beaucoup aussi. Donc, voici les différentes valeurs que vous pouvez mettre pour pouvoir expliquer à quoi sert cette fonction. On va commencer par mettre args, comme ça.
Donc, args, lui, on va mettre les valeurs possibles ici. Donc, on a paquet dans un premier temps. Donc, paquet, on met le type entre parenthèses comme ça. Donc, c'est un dict. OK? On met 2 points et on met la description. L'ensemble, donc, un paquet, OK? Un paquet contenant, par exemple, on va dire source, destination, port, type, trafic. Donc là, comme ça, vous avez fait une description de l'argument. Maintenant, la valeur de retour, ici, bien que ceci n'a pas été mis, donc là, c'est un tuple. OK? Tuple, comme ça, c'est un tuple. Donc, la valeur de retour, on va mettre ça ici, return. Donc, en mettant return, on va mettre ici, c'est quoi la valeur de retour à ce niveau. Donc, lui, il va retourner un tuple. Comme ça, on va dire tuple. Donc, l'ensemble des valeurs. Donc, on peut mettre ça source, destination, port, type, trafic. Donc là, ici, lui ne prend pas le type trafic. Donc, comme ça. Et là, vous pouvez être beaucoup plus clair que moi. Donc, mais l'idée est de vraiment suivre ce pattern-là sans problème. Je vais vous donner un autre exemple. Si on a une fonction def calculée comme ça, calculer total par exemple, j'ai des fonctions bizarres. Donc, lui, il va prendre en paramètre le prix, par exemple, float, lui sera de type float. Et puis, quantité. Quantité, il sera de type int. Parfait. Et qu'est-ce qu'il va retourner? On va dire, il va retourner un float. Comme ça. Comme cela, on fait ça, on vient là, on met d'abord la description. OK? Calcule le total après réduction, par exemple. OK. On prend les args, on fait comme ça. On commence par prix. Le prix, c'est un float. Et ce float-là, on va mettre une petite description. Le prix de l'article, par exemple, comme ça. Et puis, on a quantité. Et quantité, c'est un int. Okay. On va appeler ça la quantité d'articles. Comme ça. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va dire la valeur de retour, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va retourner? Lui, il va retourner un float. Et ce float-là, c'est le total. Après calcul. Parfait. Le calcul ici, lui, va juste retourner le prix fois la quantité. Donc, voici, il faut vraiment s'habituer à documenter cela. Donc, normalement, si vous avez, il y a des packages qui vous permettent de remplir cela rapidement, de vous donner une sorte de template de base. OK, normalement, on va voir si on peut trouver, si on trouve ou pas. Donc, je vais chercher docstring print Python. OK. Par exemple, docstring lit. Ah, il est beaucoup téléchargé en 10 millions, donc ça va. Donc, ici, là, lui, vous voyez, il permet de vraiment aider ici, docstring generator. Imagine, j'installe ça. Donc, il est installé. Et là, normalement, ça devrait commencer à fonctionner dès maintenant. Maintenant, imaginons ici, j'enlève ça. OK, je commence à écrire comme ça. Donc, il va directement me suggérer de faire ça avec docstring. Je fais entrer. Et là,
il me génère directement ce que je peux mettre. Et moi, j'aurais juste à mettre summary, description, description et là. Donc là, vous voyez, les choses deviennent beaucoup plus simples. Parfait. Donc, il a même mieux formaté que moi. Mais bon, enfin bref. Donc, il vous permet comme ça de mettre, de bien documenter votre fonction et de rendre lisible. Donc, ça, c'est la première bonne pratique à adopter, c'est la documentation. Après cela, il faut modulariser votre code avec des fonctions. Donc, diviser des grandes tâches sur, par exemple, quelque chose commence à devenir trop là, ça commence à devenir grand. Vous le divisez en des petits modules, en des petits sous-tâches que vous allez mettre dans des petites fonctions seront beaucoup plus gérables. Imaginons, vous devez analyser les logs et dans ces logs-là, les données qui sont là-dedans, vous avez les adresses IP que vous devez extraire, des trucs comme ça. Vous pouvez créer une fonction qui s'appelle par exemple extract IP, ou bien extract data, et vous lui passez l'index comme ça, il va faire l'extraction comme ça pour vous. Donc, il est important de modulariser comme ça vos fonctions. Et puis, il faut préférer les noms de fonctions qui sont explicites. Ça, c'est très important. Donc, par la suite, on va parler de l'optimisation des fonctions. Donc, pour optimiser les fonctions, il faut éviter, voilà, les variables globales. Donc, les variables globales, ce qu'il faut savoir, ce sont des variables qui sont plus lentes à accéder que les variables locales. Ils peuvent peuvent induire des effets de bord inattendus. Donc, préférez l'utilisation des variables locales par rapport aux variables globales. Qu'est-ce que je veux dire? On a déjà vu la différence entre les deux. Imaginons, vous avez une variable ici, global variable. Donc, dans ce global variable, on va des données globales, par exemple. Global, comme ça. Et puis, vous avez une petite fonction ici, fonction optimisée, par exemple. Et dans cette fonction optimisée, il prend les données ici, comme cela. Et là, vous avez la variable locale qui peut être définie comme ça, local variable. Donc, on a global comme cela. Donc, il faut... Non, je dis global. Non, non. Je donne local. Donc, ceci, il est beaucoup plus intéressant d'utiliser des variables locales par rapport aux variables globales. Donc, ce que vous pouvez faire, par exemple, si vous allez utiliser, par exemple, cette variable plusieurs fois, au début, vous lui mettez dans une variable locale. Comme ça, vous pouvez réutiliser ça à chaque fois. Mais il est beaucoup plus intéressant d'utiliser les variables locales par rapport aux variables globales. Donc, l'autre point pour optimiser votre code, c'est éviter les calculs inutiles en utilisant les retours anticipés. Donc, c'est-à-dire, imaginons on a une fonction. Je donne une fonction rapidement ici. Imaginons on a une fonction def et cette fonction, on va appeler par exemple est IP valide comme ça. Donc, qui va prendre en paramètre l'adresse IP. Donc, si je prends if not IP, dans ce cas, on retourne par exemple false. C'est n'importe quoi, on retourne tout de suite la false. Comme ça, la fonction va s'arrêter là. Tout ce qui est en bas, il ne va pas prendre en compte. Donc, on peut mettre autre if ici, if IP égale à 127.0.0.1. Comme ça, par exemple. Donc là, lui, il va retourner par exemple false. Donc, comme ça, vous faites vos tests, comme ça, vous faites des retours anticipés. Comme ça, votre fonction va être optimisée et les calculs inutiles ne seront pas faits. Donc, s'il voit que la fonction n'est pas bon, pouf, il retourne, comme ça, il ne continue pas les analyses et ainsi de suite. Donc, utilisez les retours anticipés pour rendre vos fonctions beaucoup plus optimisées. Donc, on a déjà vu l'utilisation les fonctions du générateur pour gérer les grandes séquences. Si vous avez les grandes séquences, vous avez des grandes séquences de données à traiter, il faut utiliser les
fonction générateur. Comme ça, ils vont vous faciliter cette utilisation. Je vais vous donner un autre exemple à cela. On a déjà vu un exemple de fonction générateur, mais imaginons par exemple, on a une fonction qui s'appelle générer IP, par exemple. Lui génère les adresses IP. Donc ici, je vais faire for i in range. On va partir jusqu'à 255, comme ça. Et là, je fais yield, par exemple, de f 192.168.1. Et comme ça, je mets i. OK? Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire for i, par exemple, in générer IP adresse. Et là, je l'appelle, je dis comme ça, il faut juste me print l'adresse IP. Et comme ça, ceci va vous permettre comme ça de générer à la volée les adresses IP et de façon beaucoup plus optimale avec les fonctions générateurs. Donc, il faut privilégier les listes de compréhension pour les transformations rapides. Donc, vous avez vu, on a déjà parlé des listes de transformation lorsqu'on a vu les boucles et tout. Par exemple, si vous avez des tâches comme, genre, vous voulez la liste des adresses IP. Donc, on a IP liste, par exemple, et que vous voulez faire un for, machin, tout ça, pour pouvoir remplir cette liste-là. Donc, imaginons la même logique que ce qu'on avait tout à l'heure. On va faire, par exemple, on va prendre ça. Et là, on le remplit en faisant un for i in range. Et le range là, on prend 255. Donc, et puis, on fait if, par exemple, i. On peut mettre toutes les conditions qu'on veut ici. On a vu ça quand on a vu les boucles. Donc, je ne vais pas revenir sur les explications. Par exemple, si on a ça, il faut préférer ces genres de trucs parce qu'ils sont beaucoup plus optimales et beaucoup plus rapides. Donc là, hop, je n'ai pas de print, donc, mais ça marche. Voici tout ce qu'il faut retenir sur les fonctions. Donc, je pense qu'on a revu, on a vu de long en large tout ce qu'il y a à retenir. Cette vidéo a été assez longue, mais je pense que j'ai touché tout ce qu'il faut comprendre sur les fonctions, des trucs essentiels et tout. Donc, je vais mettre ça sous forme de chapitre. Comme ça, cela va vous permettre de voir uniquement les parties qui vous intéressent et de revenir dessus si nécessaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à partager et à vous abonner. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Au revoir.